L'utilisation de l'intelligence artificielle dans le milieu artistique est largement contestée. Mais si de nombreuses voix s'élèvent pour réclamer que l'humain reste au centre du processus créatif, il est quand même temps de s'interroger sur la place de cette intelligence artificielle au sein de nos métiers de créateurs. Alors ChatGPT n'est-il qu'un outil d'assistance pour les auteurs ou bien est-il une véritable menace pour toute la création littéraire ? Avant de se demander si les auteurs doivent utiliser ou pas ChatGPT, il est bon de rappeler déjà ce que c'est que cette intelligence artificielle. Et de préciser aussi que je vais vous parler de ChatGPT ici, mais qu'il en va de même pour les autres intelligences artificielles conversationnelles. Donc vous pouvez utiliser Claude par exemple, qui, de ce que j'ai entendu, est même un petit poil meilleur que ChatGPT sur ce plan-là. ChatGPT est un outil qui a été développé par OpenAI et qui a été rendu public le 30 novembre 2022. Et oui, déjà bientôt 4 ans. Concrètement, c'est une interface de discussion. On pose une question, on crée une consigne et l'outil répond sous forme de texte, d'image, de vocal même parfois. Mais derrière cette apparente simplicité, il y a en fait un modèle de langage. Alors un modèle de langage, c'est pas un cerveau, c'est pas non plus un être humain qui serait caché dans un tiroir et qui rédigerait les réponses au fur et à mesure que vous posez vos questions. C'est pas non plus une bibliothèque magique dans laquelle le ChatGPT va piocher toutes les réponses. C'est un système qui a été entraîné sur une quantité absolument inimaginable de textes pour dénicher des régularités, des structures de phrases, des associations d'idées qui permettent ensuite à ChatGPT de vous répondre de façon la plus cohérente possible. Si le sujet vous intéresse et que vous voulez savoir où ont été prises toutes ces données pour entraîner l'intelligence artificielle, je vous propose d'aller voir l'une de mes dernières vidéos qui traite déjà du sujet de ChatGPT. Dans cette vidéo, je vous explique d'où proviennent les textes d'entraînement et en quoi c'est parfois problématique. En tout cas, on peut de base retenir deux grandes choses par rapport à ChatGPT et à son utilisation. Tout d'abord, ces réponses ne sont pas un copier-coller de choses qu'il aurait analysées sur Internet. Il va plutôt générer du texte par rapport à des choses qu'il a compris, par rapport à des choses qu'il a apprises. En fait, si je résume, si vous lui posez une question en lui disant « Est-ce que tu crois que je peux manger des pommes de terre ?» il va vous répondre, alors vu que vous lui avez dit « Est-ce que tu crois que je ?» il va vous répondre « Tu ?» Voilà, c'est le début de sa phrase. Et par rapport au contexte que vous lui avez donné, il va en quelque sorte choisir les mots qui sont les plus performants, ceux qui vont le mieux ensemble pour vous répondre. La deuxième idée qu'il faut comprendre, c'est que même s'il ne va pas copier-coller bêtement un texte qu'il a trouvé sur Internet ou une image, eh bien ça pose quand même un questionnement éthique et économique. Économique parce qu'on peut se demander qui fournit la matière première culturelle pour répondre à toutes nos questions et surtout à qui va les profits. Et éthique parce qu'on peut se demander quelle place est-ce qu'il reste à l'auteur à partir du moment où c'est ChatGPT qui rentre en jeu. Alors soyons clairs, parler de ChatGPT aujourd'hui quand on est artiste-auteur, c'est prendre un gros risque, le risque de voir une levée de boucliers et des huées apparaître devant nous. Surtout si on dit qu'on est plutôt favorable à son utilisation. Mais pourquoi l'utilisation de ChatGPT pour des métiers créatifs comme là, ce qui nous intéresse, le métier d'auteur, pose autant de problèmes? Alors on pourrait répondre en disant que c'est parce que les auteurs ont peur d'être remplacés. Mais selon moi, même si cette peur existe, elle est quand même une réponse un peu trop simpliste. Je pense que le vrai problème de ChatGPT, c'est qu'il touche à quelque chose de beaucoup plus intime, qui est notre rapport à la créativité. La créativité, dans sa définition la plus simple, c'est la capacité d'imaginer et de réaliser quelque chose de nouveau. Et là, ça pose tout de suite une question par rapport à ChatGPT parce que quand il réalise un texte qui est nouveau, est-ce qu'il est pour autant créatif ? Alors c'est là que tout dépend de ce qu'on met derrière le mot de créativité. Si créer, c'est prendre des formes anciennes pour faire quelque chose de nouveau, alors oui, ChatGPT est créatif. Mais si créer, c'est porter une intention, exprimer un point de vue, faire des choix, eh bien là pour le coup, je pense que l'IA n'en est pas du tout là et que seuls les auteurs peuvent porter ce genre de conception. Kant disait que le génie artistique ne se contente pas d'appliquer des règles, il donne ces règles à l'art. Ça veut dire qu'un véritable artiste ne se contente pas de faire uniquement ce qui fonctionne. L'artiste véritable invente parfois une manière de faire qui n'existe pas encore. Bergson, lui, parlait de la créativité, de la création, comme un acte imprévisible. Et je pense que c'est grâce à Kant et à Bergson qu'on va comprendre que l'IA ne peut pas rivaliser avec un artiste-auteur, parce que l'artiste-auteur va parfois chercher ce qui est imprévisible pour le transformer en nouvelles règles, alors que toutes les réponses de l'IA sont prédictibles. Et puis, il y a aussi quelque chose qui nous distingue de l'IA, c'est la façon dont l'IA va lire un roman.
Évidemment, ChatGPT ne lit pas un roman comme on peut le lire, et même dans sa phrase d'apprentissage, ce n'est pas du tout comme ça qu'il fonctionne. Une intelligence artificielle ne va pas tomber amoureuse du boyfriend, une intelligence artificielle ne va pas pleurer parce que le mentor est mort, ou parce que le chien est passé sous la caravane. Et surtout, je pense qu'une intelligence artificielle ne referme pas un livre en se disant que ce livre a complètement changé sa vie. Une intelligence artificielle va traiter le livre comme de la donnée, de la data. Et donc, elle va découper le texte, l'analyser, trouver des régularités. Elle va aussi peut-être apprendre des associations, ajuster des paramètres. Bref, quand on dit que l'IA lit un texte, il faut vraiment mettre des très gros guillemets parce que ça n'a rien à voir avec ce que l'humain pratique quand il pratique la lecture. Et bien sûr, puisqu'il faut entraîner les IA sur des textes, on comprend pourquoi beaucoup de créatifs aujourd'hui râlent. Alors je vais parler de texte, mais on peut parler des images aussi, c'est exactement le même problème. Beaucoup de créatifs râlent aujourd'hui parce qu'ils se sentent volés, dépossédés de ce qu'ils ont créé, de cette chose nouvelle, de ces nouvelles règles qui deviennent des règles dans l'art, de cette notion d'imprévisibilité qui du coup a été accaparée par ChatGPT qui en a fait quelque chose de beaucoup plus logique, de beaucoup plus prédictible. Alors bien sûr, juridiquement parlant, tout ça on est encore dans le vague. Les entreprises de l'IA défendent le fait qu'il faut bien donner à manger à leurs intelligences artificielles pour qu'elles deviennent performantes. Et les artistes, eux, répondent que oui, mais vous êtes en train de créer un outil qui, à terme, pourrait bien nous remplacer. Et franchement, cette objection-là, elle n'est pas si absurde. Même si je vous dis depuis le début que le fait de créer, le fait d'innover est un concept humain, vous allez voir que l'IA n'est pas du tout un outil anodin. Alors en ce moment, on voit apparaître dans les événements des levées de boucliers anti-IA. On voit énormément d'organisateurs de salons du livre ou de conventions qui demandent à ce que les participants n'utilisent pas l'intelligence artificielle. On voit beaucoup aussi d'illustrateurs ou d'auteurs appliquer des petits logos anti-IA sur la couverture des livres par exemple. Et moi, je comprends bien que c'est une façon comme une autre d'essayer de protéger son travail, son espace de travail et la façon en fait dont on invente des choses. Maintenant, la question c'est de savoir est-ce que la lutte est vraiment placée au bon endroit ? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de mettre ces petites bannières anti-IA ou de vérifier que les artistes qui soient présents n'utilisent pas l'IA ? Chose relativement invérifiable parce que je peux vous assurer que j'ai fait un salon du livre il y a à peu près 3 mois de ça où il y avait énormément d'auteurs indépendants, on va dire, ou amateurs, éclairés, qui avaient fait leur couverture avec de l'IA et ça se voyait vraiment. Du coup, est-ce qu'il faut vraiment lutter contre ça ou est-ce qu'il ne faudrait pas lutter un peu différemment ? Si mon mari répare le robinet de la cuisine qui fuit avec une clé de 12 et que je me rends compte qu'une fois qu'il pense avoir fini la réparation, eh bien ça fuit toujours, je ne vais pas engueuler la clé de 12. Je ne vais pas engueuler mon mari non plus d'ailleurs. Mais vous voyez le principe. Je ne vais pas reprocher à la clé de 12 de ne pas avoir fait son travail. Parce que le problème, c'est pas la clé. Le problème, c'est le mec qui la tient et le fait qu'il s'en est peut-être mal servi. De la même manière, si un auteur utilise ChatGPT pour rédiger son roman, et qu'il le fait sans recul, sans reprise, sans se questionner sur la voix, sur l'intrigue, là, moi, ça me pose un petit peu souci. Parce que le problème, c'est pas l'existence de l'outil. Le problème, c'est qu'est-ce qu'en fait l'auteur. Alors évidemment, l'analogie entre ChatGPT et la clé de 12 a quand même ses limites, parce qu'une clé de 12 n'a pas été fabriquée à partir des exemples de clés de 12 de tous les plombiers du quartier, et ne dit pas non plus qu'elle est capable de travailler toute seule sans l'aide du plombier. Bref, cette clé de 12, elle n'est pas vendue comme l'outil qui remplace les plombiers. Alors qu'avec l'IA, c'est pas tout à fait la même chose. Avec l'IA, on doit analyser 2 responsabilités en même temps. La première responsabilité, c'est celle de ceux qui vont créer l'intelligence artificielle, de comment ils vont la nourrir, de ce qu'ils lui donnent en fait à manger comme base de données, et surtout de comment est-ce qu'ils vont la vendre et ce que ça raconte sur leur société. Donc la première responsabilité, c'est celle finalement de la commercialisation. La seconde responsabilité, c'est celle de l'utilisateur. C'est une fois que vous avez cet outil entre les mains, qu'est-ce que vous allez en faire ? Comment est-ce que vous allez l'utiliser ? Et pour moi, c'est là le cœur de ma vidéo. Pour moi, ChatGPT, c'est pas un démon terrifiant ni une baguette magique. C'est un outil très puissant qui a été construit dans des conditions un peu discutables et qui peut être utilisé de plein de façons différentes. Il peut être utilisé paresseusement, il peut être utilisé avec transparence, il peut être utilisé à la place de quelqu'un, de façon intelligente ou de façon malhonnête. Donc du coup, la question, c'est pas est-ce qu'il faut utiliser ChatGPT ? Mais plutôt,
Comment est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle sans trahir son propre travail d'auteur? Et puis, si on est honnête, ça fait quand même des années que les créateurs utilisent des outils numériques et des outils intelligents pour travailler. Les auteurs ont des traitements de texte, des correcteurs orthographiques, Antidote, Scrivener, des dictionnaires de synonymes en ligne, sans parler de Notion et de tous les moteurs de recherche. Les illustrateurs, eux, ils utilisent Photoshop, Canva, Procreate, ils ont des brosses numériques, ils ont des calques, ils ont des fonctions de lissage, ils ont aussi la possibilité de faire des cercles parfaits grâce au numérique, ou encore de modifier une couleur en quelques secondes, ou de légèrement ajuster une perspective. Est-ce que, cependant, on peut dire qu'un illustrateur qui travaille sur Procreate est moins bon que le type qui va aller dessiner au fusain sur sa toile? À mon avis, c'est pas si simple. C'est juste en fait que les deux illustrateurs ne travaillent pas avec les mêmes contraintes, avec le même outil, et ont donc développé des savoir-faire différents. Mais même s'ils n'utilisent pas les mêmes gestes, il n'empêche qu'ils sont quand même maîtres de leur composition finale. Ils sont maîtres de la lumière qu'ils vont mettre dans leur image, de la disposition des objets, de la couleur, des dégradés, et finalement de l'émotion que va nous procurer cette image. C'est un petit peu la même chose pour moi avec un architecte. Le type que je rencontre et qui arrive en me disant « je vais construire votre maison » et il arrive non pas avec un télémètre laser, mais avec une corde à plomb et 3 bouts de ficelle, je ne doute pas qu'il soit capable de construire une maison comme on le faisait du temps de l'Antiquité. Par contre, selon moi, il perd en efficacité, peut-être en précision, et potentiellement aussi en fiabilité. Alors ce n'est pas l'outil qui va le rendre meilleur, mais l'outil va peut-être lui permettre de gagner du temps et d'être un petit peu plus performant. Et puis comme disait ma grand-mère, un bon artisan se reconnaît à ses outils. Alors, nuance cependant importante, c'est que tous les outils ne font pas la même chose. Un télémètre, il mesure, mais il ne construit pas une maison. Antidote, il va corriger les erreurs de votre texte, il va vous les signaler, mais il n'écrit pas le texte à votre place. Procreate, il est capable de lisser un trait, mais c'est pas lui qui choisit l'image qui va être créée. Le problème avec ChatGPT, c'est qu'il peut intervenir bien plus haut dans la chaîne de la création. ChatGPT, il peut proposer une intrigue, il peut vous écrire une scène. Il est capable d'écrire un dialogue entre personnages. Il est capable d'inventer un personnage. Il est capable aussi de corriger vos phrases. Il peut vous générer une 4e de couverture. Donc oui, ChatGPT est un outil, mais ce n'est pas un outil anodin. C'est un outil qui peut faire passer les créateurs très vite de l'assistance à la substitution. Et aujourd'hui, malheureusement, je crois qu'on n'échappera pas à ChatGPT. Donc la question qu'il faut se poser, c'est pas est-ce que j'ai le droit d'utiliser ChatGPT, mais surtout, qu'est-ce que je peux lui déléguer sans trahir mon métier d'auteur? Parce que si je l'utilise pour clarifier une idée, pour repérer une incohérence, pour tester une structure, pour explorer la psychologie d'un personnage, et ma foi, pourquoi pas? À condition ensuite de retravailler ceci avec ma sensibilité, ma voix et mes mots. Et selon moi, du coup, ChatGPT devient un très bon outil pour aider les auteurs à travailler mieux. Maintenant, si je l'utilise pour écrire des chapitres entiers que je vais vaguement relire avant de les publier, là, on n'est pas tout à fait dans le même procédé de la création, hein. Et si vous pensez qu'on n'en est pas là, eh bien sachez qu'il y a des artistes qui se sont déjà fait prendre la main dans le sac, puisque certains ont même eu l'intelligence de faire des copier-coller de paragraphes entiers de ChatGPT en laissant le prompt au début de leur paragraphe. Je peux même vous parler de Rie Kudan, qui est une artiste-auteur japonaise qui a eu un grand prix, c'est le prix Akutagawa. Oui, je viens de le lire dans mes notes parce que je ne savais plus. Et elle a reconnu avoir écrit en partie son roman avec ChatGPT. Surtout pour les dialogues, visiblement, parce que ça lui posait problème. Donc pour moi, il n'est plus le temps de se poser la question de savoir si ChatGPT fait déjà partie du métier d'auteur ou si les auteurs l'utilisent déjà, parce que c'est une évidence. Alors oui, j'entends déjà dans les commentaires les gros réfractaires. Moi, jamais, bien sûr, et c'est un choix que je respecte complètement. Parce qu'au fond, pourquoi se priver d'un outil qui nous permettrait de travailler mieux, plus vite, d'explorer rapidement des pistes qu'on a à peine effleurées et qu'on mettrait peut-être 2-3 jours à explorer complètement, alors que là, on va peut-être trouver des solutions plus rapidement? Pourquoi refuser une petite aide pour sortir d'un blocage, pour sortir d'une situation où on est complètement mêlé, pour clarifier un chapitrage, puisqu'on a l'outil pour le faire? Pourquoi s'en priver? Maintenant, attention, il ne faut pas non plus abandonner ce qui fait de nous des auteurs. Parce que qu'est-ce qui fait l'essence du métier d'auteur? Qu'est-ce qui fait de nous de véritables romanciers? Est-ce que c'est le fait d'inventer une histoire? Eh bien, selon moi, pas seulement. Parce qu'en fait, on n'invente jamais à partir de rien. Les récits vont se construire sur des structures anciennes et très connues depuis l'Antiquité.
L'histoire de quête, de vengeance, d'amour impossible, de chute, d'ascension, de métamorphose, de retour de l'enfant prodigue, ou encore même de sacrifice. Au XIXe siècle, Georges Polti parlait de 36 situations dramatiques. Un peu plus proche de nous, le scénariste et le journaliste Christopher Booker parlaient, lui, des 7 intrigues qui pouvaient constituer un roman. D'autres théoriciens ont proposé plein d'autres chiffres, et l'important, c'est pas de savoir combien d'intrigues il existe vraiment. Moi, je dis souvent qu'il y en a une vingtaine, je simplifie le truc. L'important, c'est de comprendre que l'histoire humaine tourne toujours autour des mêmes problématiques, autour des mêmes conflits. Donc finalement, ce qui rend un roman original, novateur, c'est pas sa thématique. C'est plutôt la façon dont l'auteur va se saisir de cette idée, la façon dont il va la traiter, la raconter, l'angle qu'il va adopter pour faire cela. L'auteur va en fait incarner une structure qui est déjà connue, avec des personnages qui, eux, sont issus de quelque chose de nouveau, de son imagination. Et à l'intérieur de son texte, il va mettre son rythme, sa voix, sa vision du monde et une véritable tension émotionnelle. Et c'est ça qui rend un roman mémorable. Du coup, on pourrait dire que le métier d'auteur, c'est comprendre les structures narratives, les analyser, savoir les utiliser, mais aussi connaître par exemple les tropes qui vont avec le genre dans lequel on écrit, ou bien les attentes du lecteur, les promesses du genre. C'est aussi, selon moi, savoir évoquer une émotion de façon subtile, en évitant toutes les facilités. C'est réussir à sentir qu'une scène arrive trop tôt, qu'un personnage manque de profondeur, qu'un dialogue sonne creux, qu'un twist est franchement trop prévisible, ou encore qu'il y a une scène ou un chapitre qui ne sert pas l'intrigue, qui ne sert donc à rien et qui mérite juste d'être enlevé. Et ça, ChatGPT ne sait pas aussi bien le faire que nous. ChatGPT, il peut produire une proposition, mais il ne sait pas, au sens humain du terme, pourquoi cette proposition serait la meilleure. Et donc c'est là que les compétences de l'auteur, à mon avis, sont essentielles. Parce qu'un auteur expérimenté, il peut utiliser ChatGPT avec un objectif précis. Il va lui demander clairement ce qu'il veut et il est capable d'analyser sa réponse pour savoir si elle en vaut la peine ou si c'est carrément du bullshit. L'auteur avec ChatGPT va formuler une consigne claire, va tester une variation par exemple, et dans la réponse de ChatGPT, il est capable de se dire « Ouais mais ça c'est cliché, ça c'est vu 100 fois, ça c'est complètement creux, ça ne va pas du tout sur la voie que je veux utiliser pour mon roman ». Bref, l'auteur, il est capable de savoir si une proposition de ChatGPT va abîmer ou sublimer son texte. Le problème avec un débutant qui utilise ChatGPT et qui ne s'est jamais frotté à l'écriture et qui n'a pas d'expérience, c'est qu'il va trouver que la réponse de ChatGPT est forcément la bonne. Pourquoi ? Parce qu'elle est fluide, elle est bien écrite, elle est séduisante, donc pourquoi ne pas l'utiliser ? Et c'est normal qu'il ait cette réaction-là, parce que les jeunes auteurs, ils ne se sont pas encore fait les dents sur leur texte et ils n'ont pas encore les outils nécessaires pour réussir à comprendre pourquoi un texte fonctionne ou pas. Donc le danger de ChatGPT, c'est pas seulement qu'il puisse écrire à notre place, c'est surtout qu'il soit capable de le faire suffisamment bien, en surface, pour donner l'impression que le travail est terminé. Or, écrire, c'est pas écrire du texte. Écrire, c'est réfléchir, choisir, couper, maîtriser, agencer, et surtout recommencer de nombreuses fois. Écrire, c'est réussir à imaginer ce que le lecteur va ressentir et ajuster son texte pour que ça corresponde vraiment à l'émotion que l'on veut faire passer. Alors oui, ChatGPT peut aider les auteurs. ChatGPT est un merveilleux outil pour ça, pour sortir d'un blocage, travailler une variation, tester une structure narrative, explorer la psychologie d'un personnage. Mais il est aussi un révélateur cruel du manque de savoir-faire de l'auteur. Et c'est aussi dans l'esprit ce que dit Nico Takian, scénariste et auteur de thrillers, quand il dit que entre les mains de quelqu'un qui connaît son métier, l'IA peut être un formidable assistant. Mais entre les mains de quelqu'un qui ne sait pas trop ce qu'il fait, elle devient une béquille qui peut être terriblement dangereuse. ChatGPT peut être un piège pour les auteurs débutants. Alors à partir de là, on peut peut-être arrêter de parler de ChatGPT comme un bloc unique et devenir un peu plus concret. Quels usages de ChatGPT sont utiles, discutables, à bannir complètement ? Quelles utilisations doivent franchement nous alerter ? Parce que on imagine souvent le pire des scénarios. L'auteur qui se met devant son écran d'ordinateur, qui déclenche ChatGPT et qui lui demande d'écrire le roman d'un bout à l'autre. Pourtant, dans la réalité, c'est certainement la dernière demande qu'un auteur ferait à ChatGPT. Parce que pour la plupart des auteurs, le plaisir réside dans l'écriture. Certains adorent planifier, d'autres adorent écrire, d'autres adorent relire et réécrire,
des vrais masos à mon avis. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a forcément une étape dans cette construction qui plaît à l'auteur, qui fait qu'il est capable de suer sang et eau sur sa composition, parce que c'est son kiff. Et ce kiff-là, je ne vois pas comment un auteur qui aime ça pourrait le déléguer à une intelligence artificielle. Intelligence artificielle qui, même si elle est capable de rédiger des paragraphes, ne tient pas la route non plus sur tout un roman. Ça a été testé, ça a été prouvé, c'est très compliqué de faire adopter une voix, une façon d'écrire, un style, d'un bout à l'autre d'un roman à ChatGPT. Il est très inconstant, sans parler de ses hallucinations qui sont fréquentes. Donc quand on est auteur, est-ce qu'on va déléguer à ChatGPT le truc qui nous fait kiffer ? Certainement pas. Parce que nous, ce qu'on aime, c'est cogiter sur une scène pendant 3 jours, c'est louper une version, c'est modifier un chapitrage, c'est se prendre la tête sur un personnage pour savoir quel obstacle il faut lui mettre en face pour qu'il passe d'un point A à un point B psychologiquement. Et il y a un vrai plaisir dans tout ce processus de création. Si ChatGPT nous enlève ça, qu'est-ce qui nous reste en fait ? Par contre, ChatGPT peut devenir un véritable assistant. Il peut être non pas une espèce de shadow writer ou de remplaçant pour les jours où on n'en peut plus, mais un véritable outil de travail sur lequel on peut s'appuyer pour se débloquer, pour tester des choses, pour vérifier que ce qu'on a écrit, c'est pas trop de la merde, c'est pas toujours évident, et finalement pour proposer un texte de meilleure qualité. Donc finalement ma position elle est assez simple. Utiliser l'IA pour écrire son roman, oui, à condition qu'il ne l'écrive pas à notre place. Et donc c'est là que les bonnes pratiques deviennent essentielles. Parce que la limite elle n'est pas toujours claire. À quel moment une réécriture, une suggestion de ChatGPT devient de la coécriture? À quel moment une idée proposée par ChatGPT devient le cœur du roman? À quel moment et dans quelles circonstances un auteur garde-t-il la main sur son texte? Ou commence-t-il à s'effacer complètement derrière la machine? C'est pour répondre à toutes ces questions que j'ai créé un atelier qui s'appelle « Utiliser l'IA de façon éthique lorsqu'on est auteur ». Et dans cet atelier, je ne vais pas vous vendre ChatGPT comme une solution magique. Non, pas du tout. Je vous l'ai dit, c'est ni un démon, ni une baguette magique. L'objectif pour moi, c'est plutôt de vous apprendre à poser des limites claires avec sa pratique, de réussir à utiliser cet outil sans perdre votre voix, votre style, ce qui fait de vous l'auteur unique que vous êtes, et donc finalement à distinguer les usages utiles de ceux qui pourraient appauvrir votre travail. Parce que finalement, la vraie question, c'est pas de savoir si ChatGPT peut écrire ou pas. La vraie question, c'est de savoir si vous restez auteur de ce que vous signez. Si cet atelier vous intéresse, je vous mets un lien ainsi que plein d'autres liens pour étayer ce que je vous ai raconté dans cette vidéo, là juste en dessous en barre d'infos. Et en attendant de parler de tout ça dans mon atelier où je ne ferai pas que vous livrer des prompts, mais plutôt une méthode pour rester dans les rails quand vous utilisez ChatGPT et vous demandez quoi accepter et quoi refuser, eh bien en attendant ça, je suis assez curieuse de savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo et si vous partagez mon opinion. Selon moi, aujourd'hui, ChatGPT est entré dans les mœurs et il serait totalement inutile d'essayer de refuser ça. Alors, certes, il y aura comme toujours des réfractaires, mais je pense que quand il y a des avancées majeures dans notre monde, plutôt que de nager à contre-courant, mieux vaut mettre le kayak dans le bon sens et filer en surfant sur la vague et en essayant de maîtriser cette vague au mieux pour ne pas se noyer dans la masse. C'est sur cette jolie métaphore que je vous laisse en vous disant bisous, bye!